Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Audrey pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de partager un petit peu les enjeux de la décarbonation du verre plat à l'Assemblée. On va commencer rapidement la présentation par quelques diapos institutionnels, hein. Je suis un peu obligé d'y passer, on va dire d'une certaine manière. Donc le groupe Saint-Gobain, voilà, se pose comme le leader mondial de la construction durable. Donc un chiffre d'affaires un peu plus de 46 milliards d'euros en 2024. Un groupe gros, hein, un peu plus de 160 000 collaborateurs à travers le monde, et on est présent dans à peu près 80 pays à travers le monde. Donc voilà, une présence vraiment mondiale. Et on va axer finalement la stratégie et la politique du groupe sur trois axes majeurs, qui sont la construction neuve et légère, la rénovation énergétique, et également la décarbonation de la construction et de l'industrie, donc à la fois la décarbonation de nos procédés, mais aussi la décarbonation des procédés de notre client. En ce moment, avec les tendances marché qu'on connaît, la construction neuve est un peu en perte de vitesse, notamment en Europe. Donc, on a énormément d'actions autour de la rénovation énergétique, et c'est un sujet dont on parle quand même pas mal en France en ce moment. Euh, les avantages, bon, de la construction légère et durable, ils sont un peu connus de tout le monde, hein. Ça va être des émissions de CO2 réduites, notamment parce qu'on va utiliser moins de matériaux, donc moins de matériaux, moins de CO2, et également des matériaux qui vont durer plus longtemps. Donc on va limiter les temps de remplacement et les fréquences de remplacement des matériaux. On va utiliser moins de ressources naturelles. On va avoir une déconstruction des bâtiments pour la gestion de la fin de vie des matériaux qui va également être facilitée. Et on va également avoir un axe majeur qui est sur la santé et le confort, à la fois pour les poseurs, les installateurs, mais également pour les occupants. Donc, on n'oublie pas que dans les bâtiments, il y a des gens qui vont vivre et des gens qui vont travailler. Et donc, c'est aussi important d'avoir des solutions qui apportent un minimum de confort à tous ces gens-là. Et on va également proposer plus de performance, cette fois-ci plutôt on va dire pour les autres industriels. Donc, des délais de construction plus courts et de plus grandes efficacités. On va notamment avoir pas mal de solutions pour le marché du préfabriqué qui est en forte croissance en ce moment, et essayer également de permettre à nos clients donc de faire des économies. Pour parler un tout petit peu de R&D quand même, le groupe a 8 centres de R&D qu'on appelle des centres R&D transversaux, donc qui ont vocation en fait à servir toutes les activités du groupe. Je ne vais pas vous rappeler toutes les activités de Saint-Gobain parce qu'elles sont très très larges, mais l'idée est d'avoir en fait en local des centres R&D qui développent des produits qui sont spécifiques aux régions dans lesquelles les produits vont être installés. Non, c'était pas une question. Et on a également des centres de recherche et de développement plus petits. On en a une centaine qui vont être des équipes qui vont aller de quelques personnes à une dizaine, une vingtaine de chercheurs qui là vont être plus spécialisés par métier. Donc le groupe, c'est un peu moins de 4000 chercheurs, plus de 450 brevets déposés en 2024. C'est un chiffre qui est constant depuis une dizaine d'années. Et on a également un fort ancrage avec les startups, puisqu'on a 35 accords de collaboration avec différentes startups qui ont été signés en 2024. C'est pas là-dessus, mais on a également une présence assez forte auprès des réseaux académiques, hein, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger. Donc pour garder un pied quand même non négligeable dans la recherche un peu plus fondamentale, et puis qui est aussi pour nous un vivier de recrutement de talents pour l'avenir. Euh, Si on s'intéresse un petit peu plus rapidement au verre, je vais pas passer trop de temps parce que c'est pas le plus intéressant de la présentation, mais en gros, chez Saint-Gobain, activité vitrage, puisque je représente l'activité vitrage, donc verre plat. Et moi, je parlerai que de verre bâtiment, je parlerai pas trop de verre automobile, même si pour la fabrication du verre, c'est exactement la même chose, on va dire. Donc l'idée, c'est une gamme complète de vitrage, verre à couche et vitrage isolant, pour trois marchés principaux chez nous, qui sont le marché de la façade, donc qui vont être les grands bâtiments tertiaires, où vous allez avoir des façades qui vont avoir des taux de vitrage qui peuvent être très très grands, voire même 100% de taux de couverture. On va être présent plutôt sur le marché de la fenêtre, donc un marché plus résidentiel. Et on a également des solutions de verre pour l'aménagement intérieur. Donc ça va être de la cloison, ça va être de la paroi de douche, ça peut être de la porte de four. Voilà, on va balayer un certain nombre d'activités diverses et variées dans l'activité verre plat bâtiment. Euh, Simplement rapidement pour vous montrer un peu comment on fonctionne. Donc Saint-Gobain, on va être donc producteur et fournisseur de verre. Je vous expliquerai un petit peu plus tard un peu plus de détails sur le procédé.
Donc là, ça va être plutôt des grosses usines avec des capex et des investissements qui sont extrêmement élevés. C'est des productions de verre qui sont continues. Donc on va produire 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant à peu près 20 ans. C'est la durée de vie moyenne d'une usine verrière. Et ça représente 600 à 800 tonnes de verre par jour. Donc c'est des quantités, vous pouvez imaginer des quantités de matière et des quantités de production qui sont assez impressionnantes. Donc à l'année, on est sur 200 à 250 000 tonnes de verre produits par an par usine. Et donc ces usines vont voilà, fabriquer du verre et ce verre va être vendu donc soit en interne dans d'autres usines de transformation, ce que vous verrez à droite, mais on vend également du verre à des transformateurs qui ne sont pas membres du groupe Saint-Gobain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amont. Et il y a l'aval. L'aval, c'est les gens qui vont acheter ces plateaux de verre et qui vont les transformer. Donc par transformation, ça veut dire qu'ils vont les découper à la bonne taille. Ils vont façonner les bords, ils vont rajouter, comme vous voyez dans l'image à droite, une sérigraphie pour des motifs décoratifs et qui vont finalement assembler tout ça en vitrage isolant, puisque ce qu'on met sur le marché, c'est pas forcément un panneau de verre simple, ça va être un vitrage isolant. Donc un vitrage isolant, c'est deux morceaux de verre qui sont séparés par un intercalaire avec une cavité souvent remplie d'argon qui permet d'avoir un système qui va être très performant thermiquement. Et donc voilà, ça c'est des plus petits sites, pareil, qui vont acheter leur verre soit chez Saint-Gobain quand ils sont membres du réseau Saint-Gobain, soit à l'extérieur qui vont servir plusieurs marchés. Et vous pouvez trouver dans ce secteur-là certains transformateurs qui peuvent être dédiés à des marchés très spécifiques. Donc, vous avez les transformateurs qui vont faire, par exemple, que de la façade, que de la petite fenêtre, par exemple, ou même par exemple, que de la réfrigération commerciale. Donc, ils vont produire que des portes de réfrigérateurs. Euh, Si on s'intéresse un petit peu plus au confort, rapidement, encore une fois, hein, on va pas y passer des heures. Les quatre principaux piliers du confort pour le vitrage, ça va être le confort thermique, donc une bonne isolation pour un confort d'été, un confort d'hiver, des solutions acoustiques. Donc, on a des solutions de verre acoustique qui existent voilà, qui existent sur le marché, qui vont dépendre du pays, de la région, du type de bâtiment, de la localisation. On va avoir des solutions pour l'anti-incendie, enfin l'incendie, l'anti-effraction. Euh, voilà pour un certain nombre de bâtiments, notamment les bâtiments tertiaires, il y a des normes incendie à respecter, donc on va avoir des vitrages spécifiques. Et anti-effraction, ça peut être à la fois pour les bureaux de tabac, les choses comme ça, ou même chez les particuliers. Donc des verres qui vont empêcher à des voleurs de venir casser le verre facilement. Et également confort visuel. Donc là, on va essayer bien sûr de maximiser l'apport de lumière naturelle, puisqu'on sait maintenant que travailler ou vivre avec beaucoup de lumière naturelle, c'est quand même beaucoup mieux que de vivre dans le noir. Voilà, on va également porter une grosse attention à laisser rentrer un maximum de jours. Et on va travailler avec un certain nombre de partenaires. Pour montrer à quel point c'est compliqué, c'est qu'on va à la fois interagir avec des architectes, donc c'est des gens qui dessinent des bâtiments. On va travailler avec des transformateurs, comme je vous ai dit, donc c'est des gens qui vont découper, acheter le verre, etc. On va travailler avec des fabricants, puisque encore une fois, le produit final, ça peut être un élément de façade, ça peut être une fenêtre, donc il y aura encore un intermédiaire. On va aussi travailler avec les installateurs. Et enfin, avec les résidents, les clients finaux, finalement, c'est-à-dire ceux qui vont profiter du produit. Donc, il faut voilà, penser à un peu tous ces gens-là quand on développe des nouveaux produits. Et sur la droite, vous avez un peu les marques qu'on a. Donc, Saint-Gobain pour le groupe vitrage, Glass Solutions qui sont les gens qui vont découper le verre, Swiss Spacer qui font les intercalaires dans les doubles vitrages et Vetrotech qui fait plutôt les solutions anti-feu, anti-effraction par balle et Sedge Glass qui est le verre électrochrome qui change de teinte en fonction de la lumière extérieure. Si on parle un peu de Saint-Gobain Glass, où est-ce qu'on est présent? Donc, on est présent dans 13 pays, donc historiquement en Europe et avec des extensions maintenant en Amérique latine, Mexique, également Chine, Inde, Brésil bon, j'ai déjà dit, et Égypte. C'est à peu près 30 lignes de production et on va avoir des canaux de vente dans un peu plus d'une centaine de pays. Donc, on n'a pas forcément des bureaux dans 100 pays, mais on va être présent par des vendeurs ou des équipes commerciales dans une centaine de pays à travers le monde. Donc, comment on fabrique du verre plat? C'est un procédé qui est assez vieux, hein, qui a été breveté par Monsieur Pilkington en 1953. Donc, dans le monde du verre plat, la dernière grande innovation, en fait, elle date de cette année-là. Et donc, l'idée, c'est ce que vous voyez sur le schéma, désolé, il est en anglais, je n'ai pas mis la version française, c'est grosso modo en étape 1, donc on va avoir un batch, je reviendrai un peu derrière, donc ça va être les matières premières, principalement quand même du sable, de quelques carbonates, un peu de verre recyclé. Donc tout ça, on va ajuster effectivement les proportions en fonction du type de verre qu'on va produire, en fonction de la couleur du verre qu'on veut atteindre, notamment. Donc tout ça, ça va être fondu dans un four à peu près 1500 degrés, à l'heure actuelle principalement chauffé par du gaz naturel. On y reviendra parce que c'est un gros élément sur notre roadmap CO2. Ensuite, une fois que ce mélange est fondu, on va le laisser couler sur un bain d'étain liquide
Et en fait, ce verre va s'écouler, ça va faire un ruban de verre dont on va gérer à la fois la largeur et l'épaisseur. Donc, on va produire des épaisseurs qui vont être des largeurs, pardon, qui vont être comprises entre 3 et 5 mètres et des épaisseurs de verre chez nous qui vont de 2 mm à 19 mm. Et donc voilà, en gérant la largeur, et en étirant le ruban par différents systèmes, on est capable de contrôler l'épaisseur assez finement. Et ensuite, ce verre, bah, on va le refroidir relativement lentement pour éviter les chocs thermiques et éviter la casse. Donc dans ce qu'on appelle la zone 4, qui s'appelle une étendrie, qui fait à peu près une centaine de mètres de long. Et donc on va refroidir le verre de 600 degrés à la température ambiante. Et une fois qu'il a atteint la température ambiante, bah, ce verre, on va faire des observations visuelles pour éviter bah, voilà, de détecter si on a des rayures, des bulles ou des choses comme ça dans le verre. Et ensuite, le verre va être découpé au format et empilé puis expédié. Donc, je vous disais, c'est 600 tonnes de verre pour les plus petits fours, 1000 tonnes de verre par jour. Ça représente à peu près 22 millions de mètres carrés par an par usine. Donc, voilà, on parle de quantités qui sont significatives. Une ligne flotte fait à peu près 300 mètres de long. Et le format standard de production, c'est des plateaux qui font 6 mètres par 3 mètres 21. Donc, c'est un standard dans l'industrie du verre. C'est pour ça qu'après, il y a d'autres gens qui sont chargés de découper ça après pour faire voilà, les fenêtres ou les façades. On n'a pas partout, on a très peu de fenêtres de 6 mètres quand même, il faut être honnête. Donc, voilà, mais c'est le format standard de l'industrie qui après est découpé en plus petits formats. Donc maintenant, si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble en vrai, donc je vous ai mis un petit schéma pour vous montrer. Donc ça, c'est l'usine, c'est une de nos usines qu'on a à Tourotte, en Picardie. Donc là, vous avez pas qu'une usine glace, mais en gros, l'usine glace, c'est cette partie-là. Donc pour vous montrer que c'est quand même des sites, on parle de sites industriels qui sont quand même de taille conséquente quand on voit la taille des habitations à côté. Et voilà, sur ce schéma, vous allez avoir les différentes zones. Donc vous allez avoir le four en rouge, ce qu'on appelle la batch house. Donc c'est là où on va faire la composition, la partie flotte, donc le bain d'étain, là où le verre va couler, qui est en jaune, l'étendrie en vert clair. Vous voyez qui est la partie la plus longue, le module le plus long de l'usine. Et en vert, l'endroit où le verre va être découpé, finalement, l'entrepôt en bleu où le verre va être stocké avant expédition chez les clients. Voilà, on parle, soit je vous parlais d'investissement élevé, voilà, on parle plutôt de centaines de millions d'euros d'investissement pour une usine de verre, par exemple, et c'est des sites industriels voilà, qui sont assez gros. Maintenant, si on s'intéresse aux émissions, parce qu'on va parler de décarbonation quand même, la principale source d'émissions du procédé flotte, ça va être la combustion du gaz naturel. Voilà, quand on brûle du méthane, on génère voilà, du CO2 et de l'eau. Et donc, 66% à peu près des émissions directes de notre procédé, ça vient de la combustion du gaz naturel. On a un tiers donc, est non négligeable, qui est en fait la décarbonatation des matières premières. En fait, dans le batch, on va utiliser des carbonates de sodium ou de calcium, dont certains sont utilisés comme fondants. Donc, en fait, ils vont venir abaisser la température du verre. Si on prend un verre pur de SiO2, de silice, en fait, on va faire du quartz. Et la température de fusion est un peu plus élevée. Alors, je la connais pas par cœur, mais peut-être plutôt de l'ordre de 1800 degrés. En rajoutant ces carbonates, on va abaisser la température de fusion du verre à des températures qui nous permettent de faire des économies d'énergie. C'est pour ça qu'on parle de verre, d'ailleurs, de verre sodo-calcique, puisqu'il y a du sodium et du calcium. Et donc, ces carbonates, bah, quand on va les chauffer, on va libérer du CO2. Et ça, c'est quand même un tiers de nos émissions. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour le verre, c'est à peu près 600 grammes de CO2 émis par kilo de verre en scope 1 et 2. Donc, scope 1 et 2, c'est voilà, les émissions directes du procédé. Et on va avoir à peu près 400 grammes qui viennent du scope 3. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier des scope 3, mais en gros, ça, c'est les émissions qui ne sont pas directement liées à notre procédé. Donc, ça va être en fait tout ce qui est contenu dans les matières premières qu'on achète, le procédé d'extraction des matières premières, le transport jusqu'au site, le transport du verre jusqu'au client, etc. Donc, voilà, tout ce qui n'est pas, on va dire, la pure combustion, tout ce qui n'est pas le CO2 finalement contenu dans le procédé, tout ce qui vient avec. Et donc, en ordre de grandeur, 1 kg de verre, c'est 1 kg de CO2 en moyenne. C'est assez facile à retenir. J'ai pas mis une comparaison ici, mais c'est moins que des matériaux comme les plastiques, par exemple, qui sont plutôt à 2 kg de CO2 du plastique pour 1 kg de verre. Alors après, on a une problématique, on en met plus, et puis la densité est très élevée, donc on va avoir une problématique de poids derrière, mais ça vous donne un peu l'ordre de grandeur en tête. Donc, sur quoi on peut jouer finalement quand on regarde ça voilà, pour abaisser nos émissions? Donc, on va à la fois regarder les matières premières alternatives, donc qui ne contiendraient pas de carbonate. On va également travailler beaucoup sur le recyclage du verre. On va travailler sur l'utilisation d'électricité comme énergie alternative au gaz naturel. On va travailler également sur les bioénergies
Et on va aussi travailler un petit peu sur la valorisation des fumées, ou en tout cas, alors déjà la valorisation des fumées, la valorisation pardon, de la chaleur qui est dégagée par le process, parce que 1500 degrés, on a beau bien isoler un four, il y a quand même des pertes de chaleur. Donc on a des choses à faire de ce côté-là pour récupérer cette chaleur et aller s'en servir pour chauffer à minima l'usine, mais voire même des quartiers ou des habitations juste à côté. Donc voilà, je vais balayer un peu au moins les trois premiers points, hein, matières premières alternatives, recyclage, électrification et bioénergie. Le quatrième point, les fumées, j'en parlerai pas aujourd'hui puisque c'est quelque chose sur lequel on est peut-être un petit peu moins avancé. Donc, sur les bioénergies, la première chose qui vient, bah, c'est de remplacer finalement le gaz naturel. Donc, on peut le remplacer par l'hydrogène. Donc là où effectivement en brûlant du méthane, on va générer du CO2, quand on va brûler de l'hydrogène, on va générer de l'eau. Donc d'un point de vue, on va dire purement bilan carbone, ça paraît assez intéressant. Voilà, même si la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre, c'est quand même un peu moins problématique que le CO2, on va dire. Par contre, c'est voilà, un procédé qui pose quand même pas mal de questions puisque bah, c'est pas le même gaz, c'est pas la même façon de fonctionner. Donc, il va se poser pour nous pas mal de questions, que ce soit sur le type de polluants qui sont émis, parce qu'on va pas forcément avoir de l'hydrogène parfaitement propre, on peut avoir des impuretés, on va pas forcément avoir un processus de combustion qui va être total. Donc, pour nous, changer de fluide primaire, ça va aussi impliquer bah, voilà, de nouvelles sources de pollution qu'on n'a pas anticipées. Voilà, le procédé flotte, il date des années 50, donc tout a été développé depuis les années 50 avec du gaz naturel. Donc, si on a d'autres pollutions, bah, il faut peut-être qu'on change un petit peu nos designs, un petit peu les matériaux qu'on utilise pour isoler le four. Tous les réfractaires qu'on va utiliser ne sont pas forcément optimisés pour utiliser de l'hydrogène. Voilà, ça peut nous demander un certain travail de redesign de four et de matériaux. Il va se poser des questions bah, sur les températures de fusion du verre, de moussage et d'affinage. J'y reviendrai un tout petit peu après pour l'électricité. J'en parlerai un petit peu des bulles dans le verre. Parce qu'encore une fois, c'est pas la même source de chaleur. Les températures de flamme sont pas tout à fait les mêmes entre l'hydrogène et le gaz naturel. Donc, ça va changer un certain nombre de choses. Et donc, ça va avoir un impact bah, sur la qualité potentiellement du verre et également l'efficacité énergétique totale du process. Euh, Néanmoins, malgré tout, on va dire ces freins, c'est une technologie qu'on a déjà utilisée dans l'industrie verrière. Donc, en 2021, il y avait eu un premier essai par un de nos concurrents, Pilkington, en Angleterre. Et en 2023, dans une de nos usines en Allemagne, on a fait du verre avec 30% d'hydrogène, donc 70% gaz naturel, 30% hydrogène, avec succès. Pendant voilà, pas très longtemps, pendant quelques heures, voire quelques jours, on n'a pas fait ça pendant des durées très longues puisqu'on n'avait pas assez d'hydrogène pour faire ça. Et voilà, donc l'hydrogène, au-delà des aspects purement, on va dire, process et design pour nous, bah, ça pose quand même des grandes questions, mais ça vous le savez tous, hein, de disponibilité. Il y a quand même à l'heure actuelle pas beaucoup d'hydrogène disponible. On n'est pas les seuls industriels intéressés, donc est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Ça, c'est une grande question. Il faut bien sûr de l'hydrogène vert. La meilleure façon, en tout cas aujourd'hui, pour faire de l'hydrogène, c'est l'électrolyse de l'eau, mais ça nécessite des quantités d'énergie, d'électricité qui sont assez importantes. Donc, si c'est pour générer l'hydrogène avec des usines qui font de l'électricité à base de charbon, ça fait pas vraiment de sens. Donc, il faut en avoir beaucoup et avec de l'électricité verte. Il faut un réseau d'infrastructures adapté. Pour un four flotte, on va parler de 300 gigawattheures à peu près de puissance de gaz par an. C'est des quantités qui sont phénoménales. Et puis, il va falloir donc trouver cet hydrogène et l'amener jusqu'aux usines. Et pour l'instant, les réseaux n'existent pas. Et il y a également à la fin des questions de coût. Est-ce que c'est l'énergie qui va être compétitive? Le gaz naturel a quand même l'avantage de ne pas être très cher. Alors, avec les problèmes géopolitiques qu'on connaît, le prix fluctue, mais ça reste une énergie qui est relativement peu chère. Donc, est-ce que l'hydrogène va être aussi compétitif en termes de coût? Ça, c'est une question. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, après, on verra comment l'industrie évolue, mais c'est une grande question qu'il faut se poser déjà aujourd'hui. Euh, On va parler d'électrification rapidement. Alors, les schémas sont pas très jolis, je m'en excuse. Pour nous, l'électrification, c'est un changement assez fondamental aussi. À gauche, c'est un peu la situation actuelle. Donc, vous avez les matières premières à gauche qui sont enfournées. En fait, on vient chauffer par le haut. Comme vous avez peut-être pu voir sur les photos, en fait, les flammes viennent sur le haut du bain. Et donc, on va avoir des cycles de convection naturelle. Il faut imaginer que vous avez une grande piscine de, je sais pas, 1500, 2000 tonnes de verre. Et tout ça sans aucune agitation. Donc, c'est purement de la convection naturelle par les deltas de chaleur qui va se faire. Et donc, passer l'électricité, ça veut dire que plutôt que de chauffer par le haut, en fait, on va venir mettre des électrodes à la base du four et on va venir chauffer le verre par en dessous. Et donc, ça change tout, en fait, puisque ça va changer les gradients thermiques, ça va changer l'homogénéité de la température.
Et le principal problème, nous, qu'on va voir technique, en tout cas pour les verriers, ça va être la génération de bulles. En fait, on va avoir des températures locales qui vont être très élevées autour des électrodes. Donc, on va avoir des endroits où il va y avoir des dégagements de gaz assez importants. Et là où, je vous disais, le process a été très bien optimisé avec du gaz naturel, il n'a pas été autant avec l'électricité. Donc, le gros challenge, c'est de réussir à amener suffisamment d'électricité par le bas tout en ayant un bon système de convection, un bon système d'affinage pour pouvoir éliminer ces bulles et sortir à la fin un verre qui est un verre plat sans bulles et pas ce qu'on voyait, ce qui était le cas avant, hein, si vous avez encore des très vieilles fenêtres, vous avez encore des verres avec des bulles dedans, qui sont des choses que voilà, le marché n'admet plus aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, c'est un changement qui paraît peut-être mineur en termes de purement d'énergie, mais qui est en fait assez majeur en termes de physique de ce qui peut se passer dans un bain flotte. Donc je vous ai listé là un petit peu les gros challenges de l'électrification. Donc la combustion, on a une chaleur qui est assez uniforme et rayonnante par le haut. L'électrique, bah, c'est quand même moins, ça chauffe moins efficacement en profondeur. Donc on va chauffer très fort le bas, beaucoup moins le haut, ça va être assez compliqué. On va avoir des températures beaucoup plus inégales, potentiellement des temps de fusion du verre qui vont être plus longs. Comme on va chauffer très fort, on va potentiellement user plus vite la sole, donc la base du four. Donc on va peut-être avoir une usure des matériaux réfractaires, donc des isolants du four qui va être beaucoup plus élevée. Et on va générer beaucoup plus de mousse et de défauts dans le verre. Donc ça, purement pour notre process à nous. Ensuite, on a, bah, comme pour l'hydrogène, on va avoir des problèmes de réseau, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'électricité. Il faut alimenter voilà, des quantités assez faramineuses d'électricité. Il n'y a pas forcément de réseau adapté. On a déjà voulu faire quelques essais dans certaines usines et en fait, le réseau d'acheminement d'électricité n'est juste pas dimensionné aujourd'hui pour nous permettre d'utiliser cette technologie. Donc, voilà, ça ne demande pas que des volontés industrielles, ça demande aussi des volontés de politique publique, voilà, de gestion de réseau derrière pour pouvoir amener toute cette électricité dans une même usine. Et encore une fois, on est confronté à des problématiques de coût, puisque je disais, le gaz naturel, c'est assez peu cher. Le coût d'électricité a pas mal augmenté récemment. Et donc, il y a des endroits où l'électricité est nettement plus chère que le gaz naturel, on va dire à énergie équivalente transférée à la matière, on va dire. Donc, il y a des endroits où passer à l'électricité n'est pas du tout compétitif en termes de coût. Et à l'heure actuelle, on n'est pas forcément prêt à payer beaucoup plus cher un morceau de verre qui a été fait avec de l'électricité qu'avec du gaz naturel. Et l'autre point, c'est que je vous ai dit que ça a impliqué des changements fondamentaux, mais je ne le décris pas trop parce que c'est des secrets industriels, mais ça demande un redesign complet des fours. Donc pour nous, pour un industriel comme Saint-Gobain, on ne peut pas juste dire, bah, contrairement à l'hydrogène, on va changer deux, trois brûleurs. Il y a un peu de travail, mais on va dire que ça se fait. Pour l'électricité, il faut vraiment reconstruire un nouveau four de zéro. Et donc, ça demande des investissements voilà, de construction qui sont assez conséquents. Donc, c'est des questions qui mettent quand même un petit peu de temps à se décider et qui ne se prennent pas en un claquement de doigts. Pour vous dire quand même qu'il y a quand même des travaux. Alors, on appelle ça les fours cold top, puisque, bah, comme je vous ai dit, qu'on chauffait plus par le haut, le haut est froid. Alors, froid tout relatif dans un four verrier, mais il est plus froid que quand on chauffe avec du gaz. Donc, c'est une technologie qui est assez mature pour les fours pour l'isolation. Il y a des débuts de travaux pour la bouteille. Il y a quand même un certain nombre déjà de fours bouteilles qui utilisent de l'électricité. Pour le verre plat, le premier pilote de four verrier, en tout cas, qui intègre environ 50% d'électricité, a été inauguré cette année par donc Saint-Gobain et AGC, qui est un de nos concurrents. Donc on a un partenariat. On s'est associé avec un concurrent pour développer le premier four électrique, en tout cas mix électrique-gaz de l'histoire. Donc c'est un petit four, hein, c'est 90 tonnes jour. Je vous parlais de 600 à 1000 tonnes. Là, on est sur un plus petit modèle. Donc l'idée, c'est de développer le pilote sur ce modèle-là et après de développer la technologie et de la rendre mature pour du 600 tonnes à 1000 tonnes jour. Sachant que je vous ai dit que le problème, c'est la qualité du verre, notamment la génération des bulles. Et là où en isolation, en fibre d'isolation, avoir quelques bulles dans une fibre, c'est pas forcément gênant. Pour un verre plat de fenêtre, c'est pas tolérable. Donc voilà pourquoi on en est un peu les derniers, on va dire, à venir dans l'histoire de l'électrification du four. Sur les matières premières alternatives, là, je vous ai mis un petit peu un batch type d'une composition verrière. Donc ça va être aujourd'hui à peu près 50% de sable, une trentaine de pourcents de calcin. Calcin, c'est comme ça qu'on appelle le verre recyclé. Donc que ce soit du verre issu de notre propre production ou du verre qu'on va aller récupérer en fin de vie sur les chantiers, j'y reviendrai. Et après, vous avez à la louche 10% de carbonate de sodium, 7% de carbonate de calcium, 3% de dolomie et 1% d'autres choses. Et je vous ai mis en fait donc en vert, vous avez les trois matières qui contiennent chez nous des carbonates. Donc c'est ces carbonates-là qui vont être libérés
lors de la fusion. Et donc, un des leviers d'action, c'est finalement trouver des alternatives à ces matières qui seraient des porteurs de sodium et de calcium, mais qui ne contiennent pas de carbonate. Donc, on peut s'amuser, voilà, à explorer un peu toute la chimie des contre-ions. On peut mettre des sulfates, des hydroxydes, par exemple. On peut aller chercher dans certaines cendres végétales ou cendres de procédés qui vont contenir voilà, ces éléments. Dans les laitiers de la sidérurgie, peuvent être des très bons sous-produits pour nous, par exemple. Euh, Par contre, voilà, ça va poser un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes de localisation. Quand c'est des matériaux naturels, il faut être capable de trouver des mines ou des carrières de ces matières qui existent, qui soient pas trop loin de nos usines pour minimiser les distances de transport et qui soient situées dans des zones, on va dire, à la géopolitique adaptée. Il y a des gisements qui existent, mais dans des zones qui sont très compliquées à exploiter. Donc, c'est pas toujours évident de trouver une matière qui soit au bon endroit, voilà, avec la bonne disponibilité, la bonne quantité. Il y a des questions de quantité. Est-ce que les gisements ont assez? Vous avez vu qu'on va parler de centaines, de cinquantaines à centaines de tonnes fondues par jour. Donc, il faut des gisements qui soient quand même conséquents. Des problèmes de logistique, comme je disais, il ne faut pas que ce soit trop loin en termes de transport. Il faut que ça reste gérable. On va avoir des questions de coût, bien évidemment. Est-ce que ces matières vont être plus chères ou moins chères que celles qu'on utilise actuellement? Et des grandes questions sur la qualité du verre. Encore une fois, tout est fait avec des carbonates depuis des années. Si on passe à des sulfates, qu'est-ce qui se passe sur la qualité du produit final? Qu'est-ce qui se passe sur le risque sur le procédé? Si on imagine bêtement utiliser l'hydroxyde de sodium, par exemple, à la place du carbonate, l'hydroxyde de sodium, c'est très connu, mais ça reste quelque chose d'assez corrosif quand même à utiliser. Donc, ça nous demanderait, par exemple, si on va sur ces technologies-là, de repenser également toute la façon dont on utilise nos matières premières quand on va utiliser de la soude. C'est un très bon exemple. Voilà, comment on fait en pratique pour amener des centaines de tonnes de soude tous les jours dans des conditions de travail qui soient en sécurité pour les opérateurs. Voilà, tout ça, ça pose pas mal de questions. Donc, c'est des choses qu'on va regarder, c'est des choses qu'on regarde, hein, qui sont assez amont chez Saint-Gobain, mais voilà, qui font partie des leviers d'action. Alors, mineurs, puisque je vous ai dit que c'était 33%, mais 33%, ça reste quand même, voilà, ça reste pas négligeable. Donc, il y a un assez gros travail qui est fait sur ces matières premières. Et ensuite, on va travailler sur le recyclage. Alors, le gros avantage du verre par rapport à d'autres matériaux, c'est qu'on peut le recycler à 100%. Techniquement, on devrait être capable de le recycler à l'infini. Alors, je garantis pas que si vous prenez le même morceau de verre et que vous le refondez 70 fois, il garde tout à fait les mêmes propriétés, mais en tout cas, il peut faire un certain nombre de cycles en gardant la même qualité optique, la même performance mécanique et la même durabilité. Donc ça, c'est un gros avantage de ce matériau-là. Et ça va nous permettre de dépenser moins de matières premières, carbonées ou non, parce qu'on peut avoir le procédé le plus vert de la Terre. Si on n'a pas de matière première à fondre, on n'a quand même pas de verre. Et le sable, on sait que c'est une ressource qui va devenir critique assez rapidement. Donc on consomme moins de matière, on extrait moins de matière du sol, donc on préserve les ressources naturelles, et ça nous demande un tout petit peu moins d'énergie, puisqu'en fait la réaction de décarbonatation des matières premières ayant déjà eu lieu dans un premier temps, on n'a pas besoin de la faire une deuxième fois. On a besoin d'un petit peu moins d'énergie. Je vais aller rapidement si on va avoir le temps pour les questions. Là, je vous ai mis un petit tableau voilà, pour vous montrer qu'on économise à peu près 700 kg de CO2 par tonne de calcin enfourné. Donc, c'est un petit calcul rapide. Le but, c'est pas d'aller dans le détail. Dans le scénario A, vous avez le scénario standard où on fait une composition standard. Et donc, dans la composition standard, je vous ai dit, voilà, il y avait à peu près 600 kg de CO2 qui vient de la combustion, la contribution des matières premières. En scope 1, donc scope 1, c'est les émissions directes, scope 3, c'est tout le reste des émissions sur le cycle de vie, on va dire, des matières premières. Et on a à peu près 500 kg qui va venir de la combustion directe. Donc le total, je vous ai dit, à peu près 1 tonne de CO2 par tonne de verre. Et donc si on se dit voilà, qu'on va produire avec 1 tonne de verre 100% recyclé, au niveau des matières premières, on a une contribution qui va être proche de zéro, puisqu'en fait les carbonates ayant déjà été, on va dire, libérés, il n'y en a plus. Dans ce scénario-là, on a considéré que le process pour générer le verre recyclé et le transport sont négligeables. Alors, c'est probablement un petit peu faux. Donc, le scope 3 ne sera pas complètement à zéro. Il sera peut-être un petit peu plus élevé, mais on ne l'a pas compté dans ce scénario. Et au niveau de la combustion, donc sur le scope 1, qui vont être les émissions directes, je vous ai dit qu'on faisait des économies d'énergie. On considère qu'on économise 3% de consommation de gaz à chaque fois qu'on met 10% de verre recyclé en plus dans le batch. Et il va nous rester un tout petit peu de scope 3, puisque comme on a quand même encore un peu d'énergie, typiquement le gaz naturel, pour le produire, indépendamment de le brûler, la production du gaz naturel génère du CO2, puisqu'on va générer par exemple du méthane quand on va venir faire de l'extraction de gaz.
il nous reste un petit peu de scope 3. Donc au final, on descendrait à 350 kilos à peu près de CO2 par tonne de verre. Donc le delta fait 730. Donc pour vous montrer que c'est un levier qui est important. Le recyclage, c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable et c'est surtout quelque chose qu'on peut faire tout de suite parce que fondre du verre cassé, on le fait déjà depuis des années puisqu'on recycle nos chutes de production depuis très longtemps. Le vrai enjeu du recyclage, il est plutôt sur la fin de vie, c'est-à-dire comment on passe de la situation que vous voyez à gauche, où on va avoir des bâtiments qui vont être rénovés, qui vont être détruits, et donc plutôt que de casser tout ça avec une pelleteuse, comment on va essayer de changer un peu le système pour que les déchets du bâtiment soient triés correctement en différentes matières. Donc une benne avec les plaques de plâtre, une benne avec le verre, une benne avec la laine de verre, par exemple. Ça serait un peu la situation idéale pour nous. Il y a un certain nombre d'enjeux. Pareil, j'ai pas le temps de tout détailler, mais il y a des enjeux économiques, hein. À l'heure actuelle, recycler, ça coûte plus cher aux investisseurs, par exemple, qui rénovent un bâtiment. Ça lui coûte plus cher de recycler son verre que de tout mettre en enfouissement, ou de tout mettre en décharge, ou de tout mettre en sous-couche routière, par exemple. On a des enjeux de concurrence, puisque le verre plat, en fait, peut être recyclé à la fois par l'isolation et par la bouteille, alors que nous, dans le verre plat, on ne peut recycler que du verre plat. Donc, on va avoir d'autres industries qui vont s'intéresser à cette matière. Il y a des enjeux de prise de conscience des acteurs de la déconstruction, qu'on peut déconstruire proprement une façade ou une fenêtre et qu'on peut recycler le verre. C'est un matériau qui se recycle, les gens. Tout le monde ne sait pas encore que le verre est recyclable, mais oui. Il y a des enjeux de qualité, puisque dans un chantier, le verre, on a beau le trier, il y aura toujours des impuretés, des petits morceaux de métal, des morceaux d'aluminium, un petit morceau de plaque de plâtre qui traîne, etc. Et tout ça, ça va perturber notre procédé. Voilà, une usine, on ne peut pas arrêter une usine. Donc, si on a un défaut à un moment, il faut qu'on vive avec. Alors, parfois, ça dure, c'est des défauts qui vont durer quelques heures, parfois, ça va durer quelques jours, mais ça a un impact colossal sur notre process. Et il y a des enjeux de chaîne de valeur, hein. Le recyclage, on sait bien que c'est quelque chose qui implique beaucoup d'acteurs et c'est un enjeu assez grand de réussir à aligner toute une typologie d'acteurs différents pour un même but d'économie circulaire. C'est pas évident. Et voilà, l'idée dans le recyclage du verre plat, c'est d'être dans une situation comme ça, où on a notre étape de production. Nous, on va recycler nos rebuts internes, ça c'est quelque chose qu'on fait déjà. Ensuite, ce verre va être transformé, installé. Là, on a encore un petit peu de rebuts externes, mais qui sont relativement propres. Ils n'ont pas vraiment vécu, donc ceux-là aussi, ils sont assez faciles à canaliser, à récupérer. Par contre, une fois qu'on parle de la fin de vie, c'est là où c'est très compliqué, hein. C'est des chantiers de déconstruction, de rénovation. Comment on arrive à tracer, à récupérer tous ces flux qui sont très diffus. Ça, c'est un vrai enjeu. Alors en France, on a une responsabilité étendue du producteur qui fait que quand on met un produit varié sur le marché, on paye une éco-contribution qui sert à financer justement la collecte. Donc ça va être un très bon levier pour nous permettre de recycler davantage de verre. Mais voilà, ça reste un enjeu majeur. Et une fois qu'on a ce verre, comment on en fait la collecte et comment on le trie et comment on l'amène au niveau de pureté suffisant pour être utilisé à nouveau dans un four de verre plat. Quelques réalisations rapides pour montrer que voilà, on parle de recyclage, mais qu'on en fait. Donc, Saint-Gobain a été le premier à mettre sur le marché donc le verre Oraé, qui est le premier verre bas carbone qui est fait avec 64% de contenu recyclé, donc une quantité de verre recyclé qui est assez importante. On a fait à Aniche, dans notre usine dans le nord de la France en 2022, on a fait la première production mondiale de verre à partir de 100% de verre recyclé. Alors, pas beaucoup de verre en fin de vie, beaucoup de verre, on va dire, de chute de production, mais néanmoins, on a montré qu'il était possible de produire un verre de bonne qualité avec 100% de verre recyclé. Euh, et pour vous donner une idée, on a recyclé en 2024 presque 30 000 tonnes, un peu plus de 30 000 tonnes de verre en fin de vie en 2024, sachant qu'il y a 3 ans, on était proche des zéros. Voilà, il y a encore du boulot, hein, parce qu'une usine, je disais, c'est à peu près 200 000 tonnes de verre fondu. On en a 30 lignes dans le monde, donc on est loin d'avoir couvert les besoins de tout le monde. Mais néanmoins, Saint-Gobain est quand même pour l'instant le leader sur ce segment du recyclage du verre. Donc en conclusion, rapidement, on va avoir une dizaine de minutes pour les questions. On va travailler pour la décarbonation. Donc il y a des leviers qui sont très technologiques, hein. Donc des technologies de four de rupture dont je vous ai rapidement parlé, l'hydrogène, l'électricité, des solutions hybrides. À la fin, la vérité sera peut-être un peu d'électricité, un peu d'hydrogène, un peu de biogaz, par exemple. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais il n'est pas impossible voilà, qu'on soit obligé de mixer un certain nombre de technologies. Choisir des matières premières à faible émission de CO2. Non, toujours pas une question. Des matières premières à faible émission de CO2, dont vous en avez parlé, à remplacer les carbonates par d'autres sources, d'autres porteurs de calcium et de sodium. Le recyclage. Mais on va avoir des leviers qui sont plus marchés, dont j'ai pas trop parlé, qui vont être est-ce qu'on peut amincir le verre? Le standard du verre, c'est 4 mm en France, par exemple.
Est-ce qu'on pourra pas mettre à la place du 4 mm du verre de 3 mm? On réduit de 25% l'épaisseur. Ça peut être une option. On va travailler sur la réutilisation et le réemploi du verre, qui sont des tendances qui sont assez nouvelles, mais qui prennent quand même du volume. Donc, au lieu de recycler le verre et de le casser quand il est en fin de vie, c'est de voir est-ce qu'on peut pas finalement le réutiliser, parce qu'il peut-être qu'on l'a changé juste pour des raisons esthétiques et pas pour des raisons de performance. Donc, est-ce que ce panneau de verre peut pas être mis dans un autre bâtiment? Et on va travailler sur la durée de vie, parce qu'effectivement, le plus longtemps le produit reste installé, le moins on a besoin de le remplacer. Et donc, le plus, entre guillemets, on réduit son impact sur l'environnement. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on ne travaille pas que sur des aspects purement technologiques, mais on va également travailler sur des aspects plus, on va dire, marché et produits. Voilà, je vous remercie.